Faut quand même définir un peu la chimie, là. Parce que si la physique et la chimie sont séparées comme ça, puis la chimie de la bio sont séparées, les maths sont séparées, c'est qu'on étudie des choses différentes. Remarquez, les séparations n'ont rien de scientifique. C'est purement historique. Les ingénieurs comme Léonard de Vinci ont fini par donner une lignée de physiciens. Les alchimistes ont fini par donner les chimistes, et ainsi de suite. Pas mal tout le monde étudie la matière. On ne peut pas simplifier la définition de chimie par « c'est l'étude de la matière ». Il faut aller un peu plus loin que ça. La chimie particulièrement étudie la composition de la matière. Par exemple, on a parlé de H2O tantôt. Dans de l'eau, il y a 2 H pour 1 oxygène. Bon, mais ça, c'est de la chimie, par définition, puisque nous, on étudie la composition de la matière. Fait qu'on pourrait parler du cholestérol. Par exemple, il y a 27 carbones dans un cholestérol pour 46 hydrogènes pour 1 oxygène. Mais c'est pas tout, parce qu'il faut étudier aussi la structure des molécules. On l'a vu avec le TLR, le récepteur sur les macrophages, sa structure est hyper importante. Mais on peut y aller avec des molécules beaucoup plus simples, comme le cholestérol. Elle ressemble beaucoup, cette molécule-là, à d'autres molécules. Testostérone, par exemple, ou à l'estrogène. Alors que la composition est super similaire, la structure est complètement différente. T'sais, ici, on a un groupement OH, ici, on a un groupement O. On a ici une liaison double, alors ici, on n'en a pas. Les deux molécules sont différentes. Mais si on étudiait seulement que la composition, il n'y aurait pas de différence ou à peine entre le testostérone et l'estrogène, alors que si on étudie la structure, il y a une différence beaucoup plus marquée. Puis ça fait toute la différence du monde. Là. Si vous vous shootez à la testostérone, faites pas ça. Si vous shootez à la testostérone, vous n'aurez pas les mêmes effets physiologiques, biologiques, que si vous vous shootez à l'estrogène, par exemple. Il ne faut pas juste étudier la composition, il faut aussi étudier la structure. Et ça permet d'après ça d'étudier les propriétés des molécules. Avec telle structure, il va y avoir telle propriété, puis après ça, c'est là qu'on a toutes les utilités de la chimie, que ça soit de découvrir comment la vie est apparue sur Terre, comment l'univers s'est créé, comment le système immunitaire fonctionne, comment est-ce que la testostérone agit sur le corps humain. C'est tout de la chimie. Et le plus fun de la gang, peut-être, c'est les transformations. À partir d'une motte de beurre, un chimiste est capable d'extraire le cholestérol puis d'en fabriquer de la testostérone avec ou de fabriquer des estrogènes. On est capable de transformer la matière. À partir du moment qu'on connaît bien ses propriétés, bien sa structure, là, on peut s'amuser à jouer avec puis inventer des nouveaux médicaments. On essaye de concevoir des molécules qui vont être capables d'attaquer spécifiquement des virus définis contre des bactéries bien précises, ainsi de suite. Fait que dès qu'on a localisé c'est quoi le problème, mettons qu'on veut trouver un remède contre la COVID, il faut trouver c'est quoi les protéines à la surface de la COVID, trouver la forme de ces protéines-là, retrouver une faille à l'intérieur de cette forme-là, développer une molécule qui va être capable de rentrer à l'intérieur, qui va fitter, qui va s'agencer de forme et de charge à l'intérieur pour que spécifiquement cette molécule puisse inhiber la protéine de notre virus pour l'empêcher de fonctionner. Fait que la chimie est importante. Elle étudie donc la composition, la structure, la propriété, les propriétés et les transformations de la matière. Fait que la chimie fait partie des sciences. Êtes-vous capable de me définir science? C'est pas évident. Il y a tout plein de définitions. On pourrait parler d'une communauté scientifique où la science dit que... Là, on ferait référence à une communauté scientifique. On pourrait parler de connaissances au sens large, comme par exemple la science, je sais pas, de conduire une voiture, c'est quand même complexe quand c'est une manuelle. Bon, très mauvais exemple, mais vous voyez un peu. Mais moi, la définition que je préfère de la science, c'est les connaissances qui sont obtenues par la méthode scientifique. Et ces connaissances-là sont reproductibles, sont réfutables, sont prédictives. Ça, c'est les grandes qualités, les grandes caractéristiques des connaissances obtenues par la méthode scientifique. Par reproductible, il faut être capable de le reproduire. Je ne sais pas si vous avez eu ça, des tableaux périodiques. D'un livre à l'autre, il y avait des atomes qui étaient rajoutés puis d'autres qui étaient enlevés. Il y avait certains chercheurs qui avaient prétendu découvert un nouvel atome, fait qu'ils l'ont rajouté dans le tableau périodique, mais aucune autre équipe de recherche n'a réussi à refaire la même expérience que eux pour synthétiser ce nouvel atome-là. Fait qu'ils ont dû l'enlever. Si c'est de la science, il faut que ça soit reproductible. Fait que il y a des trucs qui sont difficilement reproductibles, par exemple. Si on élabore une théorie qui permet d'expliquer comment la vie est apparue sur Terre, puis il y en a tout plein, certaines meilleures que d'autres,
Mais c'est difficile de reproduire cette expérience-là parce que ça te prend une Terre de 4 milliards d'années qui va finir par faire apparaître la vie sur elle. Pas facile d'avoir un laboratoire puis autant de temps. Vaut mieux regarder les étoiles puis essayer de prédire qu'il va y avoir d'autres vies qui vont apparaître de la même façon sur d'autres planètes. D'où l'intérêt, entre autres, de chercher des nouvelles planètes. Il y a moyen d'y arriver. Si on a réussi à démontrer le Big Bang, c'est qu'on s'est dit, si on voit un rayonnement de fond cosmologique dans l'hémisphère nord, bien, probablement qu'on va en voir un aussi dans l'hémisphère sud, puis là, on est capable de reproduire l'expérience. Fait que ça, c'est une caractéristique vraiment plaisante de la science. Il faut qu'elle soit reproductible. Il faut qu'elle soit réfutable aussi. Il faut qu'on soit capable de démontrer, du moins de tenter de démontrer, qu'elle est fausse. La critique qu'on fait, entre autres, à la psychanalyse. Si quelqu'un vous dit que vous vous comportez d'une façon X parce que votre mère vous traitait d'une façon Y, comment voulez-vous essayer de réfuter ça? On ne peut pas remonter en arrière, demander à la mère de vous traiter autrement. C'est pas évident à essayer de démontrer ça. Il y aurait moyen. Vous prenez une classe, là, vous êtes nombreux là, derrière votre ordinateur. Là, la moitié d'entre vous, là, on vous prend. Puis, on fait quoi? Mettons que vous êtes tout jeune, là. On vous bat. Tiens, on vous bat solide là, dans votre enfance. Là. Puis l'autre moitié, on vous bat pas. Puis au bout de 20 ans, on regarde les différences. OK, ça se prouve, là, mais là, ça devient éthiquement douteux. Fait qu'il faut pas faire ce genre de truc-là. Bon, remarquez, on pourrait faire des études de société. On regarde une société où il y a davantage d'enfants qui se font battre que d'autres, puis là, on fait des comparaisons. Mais ça devient difficile. Mais si vous avez une connaissance dite scientifique, il faut être capable de la réfuter, de la comparer à quelque chose. Mettons que quelqu'un dit que la vitamine C, c'est super bon contre la grippe. Ça, il y a tout plein d'Américains qui pensent ça. Il y avait un scientifique qui avait fait la promotion de la vitamine C pour contrer la grippe puis le rhume. Fait que tout le monde essayait d'en prendre. Puis les gens prenaient de la vitamine C, guérissaient du rhume. Donc, c'est correct. La vitamine C fonctionne. Mais il faut être capable de réfuter ça. Ça prend un groupe contrôle négatif, on leur donne un placebo ou on leur donne quelque chose d'autre que de la vitamine C. Puis, si la vitamine C a un effet meilleur sur le groupe de ceux qui ont pris de la vitamine C que ceux qui ont pris le placebo, ben là, on n'a pas réussi à réfuter. Mais si le groupe contrôle, ils guérissent aussi bien que ceux qui ont pris de la vitamine C, ce qui est le cas, malheureusement, à moins d'être en carence épouvantable, mais en Occident, ça n'arrive pas. Très rarement. Tout ça pour dire qu'il fallait un groupe pour tenter de réfuter la théorie. COVID tout le monde. La science est donc réfutable. Il faut être capable de prouver que c'est vrai ou que c'est faux. Fait que si quelqu'un vous dit que demain, vous allez avoir une journée chanceuse parce que vous êtes Sagittaire, puis vous allez trouver du bonheur dans... écoute, c'est pas vérifiable. Ça ne fonctionne pas. Comme c'est pas vérifiable, c'est pas réfutable, c'est pas scientifique. Pour qu'une connaissance soit prédictive, il faut qu'on soit capable de prédire toutes sortes de trucs. Puis l'expérience qui a marqué l'histoire scientifique, c'est la découverte de Neptune. Indépendamment, un Anglais et un Français ont découvert Neptune en étudiant l'orbite d'Uranus. Uranus se promenait, Colin respectait les lois de Newton, sauf à un certain moment donné. Elle se mettait à accélérer, puis ensuite à ralentir. Puis après ça, après avoir fait une révolution complète, elle ralentissait puis réaccélérait à un autre moment donné. Puis les deux ont proposé comme hypothèse que lorsque Uranus accélérait, c'est qu'il y avait une masse un peu plus loin qui, par gravité, l'attirait puis là accélérait. Puis lorsqu'elle la dépassait, c'est qu'elle la ralentissait par gravité. Fait qu'ils ont prédit l'existence d'une autre planète, Neptune. Ils ont fait leurs calculs, la masse de cette planète-là, sa position. Ils ont invité les astronomes à aller vérifier avec leur télescope, voir s'il n'y avait pas une planète qu'on n'avait jamais vue. Et comme de fait, Neptune était là. C'est quand même le fun comme prédiction. On a vu Neptune pour la première fois mathématiquement sur des feuilles de papier avant de la voir par des télescopes. Puis finalement, la caractéristique peut-être la plus importante de la science, c'est qu'elle est provisoire. Un bon scientifique est supposé être humble parce que ça, Colin, on passe notre temps à améliorer les connaissances scientifiques. Fait que prenez Antoine Lavoisier, vous connaissez, hein? Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est ça, tout se transforme. Fait que lui, il a sorti ça, tout le monde le connaît, tout le monde est capable de répéter, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Sauf que, quand on arrive dans un accélérateur de particules, tu peux avoir une particule un électron, par exemple, une particule de matière, une particule d'antimatière, un positron. Tu prends ces deux particules-là qui ont un certain poids, tu les fais rentrer dedans, pouf, ça disparaît. Vous avez de l'énergie pure qui en découle. Il n'y a plus rien. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et puis en plus, dans ces mêmes accélérateurs de particules-là, on peut voir apparaître, lorsque l'énergie du système diminue, de la matière, des positrons, des électrons, donc de la matière et de l'antimatière. Fait que le niveau d'énergie du système diminue, il y a deux particules qui viennent d'apparaître. Fait que c'est encore vrai, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ben, Einstein l'avait prédit. Avec son E est égal à mc2, il a prédit justement que l'énergie E pouvait se transformer en matière, le m, si on le multiplie par une constante, mathématiquement ça va arriver, la constante de la vitesse de la lumière, c au carré. Fait que Einstein l'a prédit mathématiquement, avant qu'on fasse nos accélérateurs de particules. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Est-ce encore vrai? Oui, mais il faut l'ajuster. Il faut dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, y compris en énergie. Et là, ça fonctionne. Fait que, Antoine Lavoisier, il n'y avait pas pensé. Lui, il pensait que la matière ne disparaissait jamais. Il avait pas mal raison la majorité du temps. Mais des fois, elle disparaît et se transforme en énergie. Des fois, l'énergie disparaît pour se retransformer en matière. Fait que tout se transforme, y compris en énergie. Fait que la science, la vraie science, est provisoire. On passe notre temps à l'améliorer. Ben, des fois, on la déchire au complet. C'est plutôt rare. Mais, Caroline, c'est quand même le fun de se dire qu'on va toujours être capable d'améliorer ce qu'on connaît. Fait qu'un bon scientifique se doit d'être humble. Quand il découvre quelque chose, ben, on va trouver peut-être quelque chose de meilleur après, là. Fait que même Einstein, on va réussir à bâtir par-dessus ses théories. D'ailleurs, on a déjà commencé dans certains cas. Fait que la science se doit d'être reproductible, réfutable, prédictive aussi et provisoire. Fait que ça fait 4 caractéristiques assez importantes. Merci. Comment qu'on réussit à avoir des caractéristiques comme ça? Ben, il faut que ça émerge de la méthode scientifique. On fait des observations, on observe l'univers, on observe le vivant, on observe la nature. On élabore une hypothèse qui permettrait d'expliquer pourquoi il y a un comportement de la matière ou du vivant comme ça. On fait une expérience pour valider si c'est vrai ou pas. Puis ça nous donne des résultats. Ces résultats-là, s'ils sont bons, ils confirment l'hypothèse. Hypo, pas comme dans cheval, comme dans hippopotame, là, mais hypo comme hypothermie, genre c'est pas encore. Dans hypothermie, c'est que vous n'avez pas suffisamment d'énergie. Hypotherme, terme c'est énergie. Mais ben, la hypothèse, c'est que c'est pas encore une thèse. Fait que, si vos résultats valident l'hypothèse, c'est plus une hypothèse, ça devient une thèse, ça devient de la théorie parce qu'elle est validée. Fait qu'il faut se méfier de l'expression « Ah, ça, c'est juste de la théorie, tu sais, en pratique. » C'est bien vrai. Mais, par contre, si on applique le mot théorie comme son étymologie le veut, c'est que théorie, c'est que ça a été validé justement par la pratique. Fait une théorie, c'est supposé être solide, contrairement à une hypothèse qui n'a pas encore été validée. Et là, cette théorie-là est bonne si et seulement si elle peut faire des prédictions, émettre de nouvelles hypothèses, comme par exemple l'existence de Neptune, et on est capable de bâtir d'autres théories à partir de ça. Et tout ça, ce cycle-là, permet de générer les connaissances scientifiques, et il y a quelque chose de super beau là-dedans. Donc, bienvenue en chimie, bienvenue en sciences. On va se plonger là-dedans. Vous allez voir, il y a quelque chose de passionnant là-dedans.